Toujours content de vous retrouver sur Business 24, la première chaîne panafricaine d'information économique. Le magazine, c'est Business Matin. Et tous les lundis, en début de semaine, je vous retrouve pour un max d'informations économiques. Aujourd'hui, nous parlons de la communication digitale avec notre premier invité. Et ça se passe dans l'invité du matin. Jingle. Nous recevons aujourd'hui dans la première rubrique l'invité du matin, Salim Didé Yal, avec le nom parlant de la communication digitale. Salim, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien. Alors, la communication digitale, qu'est-ce que c'est? La communication digitale ou encore communication numérique est une branche de la communication globale qui consiste à passer de l'information, à diffuser de l'information à travers le web, les réseaux sociaux, le mobile et jusqu'aux objets connectés. Aux objets connectés? Oui. Les autres, je les connais, mais les objets connectés, qu'est-ce que c'est? Les objets connectés, on parle d'objets connectés. Vous voyez par exemple les iWatch, les montres connectées. Les montres à partir desquelles vous avez la possibilité de faire des appels, ou bien vous avez la possibilité de recevoir des adresses email, de consulter, vos réseaux sociaux. Il y a aussi les voitures connectées, à partir desquelles vous avez aussi la possibilité de recevoir l'information sur, par exemple, l'écran de bord. Il y a aussi les maisons connectées. Les maisons connectées à partir desquelles aussi on a la possibilité de passer l'information à travers certains écrans qui peuvent se trouver chez vous. Et avec la communication digitale, c'est quel genre d'information on diffuse? La communication digitale, on diffuse tout type d'informations. C'est un peu comme une communication normale, oui. Mais sauf que c'est les canaux, oui, par lesquels on diffuse l'information qui changent. Qui changent, voilà. D'accord. Les canaux, donc vous voulez dire qu'on tombe automatiquement dans les outils de la communication digitale, ou il y a une différence entre les canaux et les outils? Il n'y a pas grande différence. Si vous voulez que je vous résume, il y a deux grandes catégories d'outils qui interviennent dans la communication digitale. Okay. Il y a les outils que les professionnels utilisent, oui, pour passer l'information, oui, et il y a les outils à partir desquels la cible reçoit l'information. D'accord. Quand on prend les outils utilisés pour passer les informations, on a trois grandes catégories d'outils, trois types d'outils. Oui. On a les outils de conception. Les outils de conception. Les outils de conception, les outils qui nous permettent de créer ces sites internet, les applications mobiles, les blogs et tout, les sites internet. Il y a les outils de gestion, les outils qui nous permettent de gérer quotidiennement l'information, de passer l'information. Et les outils de veille, de suivi, qui nous permettent d'évaluer un peu l'impact de la communication digitale que nous faisons. De l'autre côté, au niveau des outils utilisés par la cible pour recevoir l'information, oui, on a par exemple on a l'ordinateur, oui, on a les tablettes, on a les smartphones et les objets connectés. Ça, on peut les appeler des canaux également. Oui, c'est un peu comme, oui, on peut dire que c'est des canaux. Oui. Oui, oui. Des canaux à partir desquels justement on reçoit l'information. On reçoit l'information. Oui. Alors, aujourd'hui, avec tout ce que la communication digitale fait de fabuleux, pensez-vous que la communication traditionnelle qu'on a l'habitude de voir, pas communication traditionnelle, appeler, envoyer un message, envoyer un SMS, la télévision, la radio, est-ce que ça va mourir au profit de cette communication digitale? La communication traditionnelle ne va pas mourir. Elle ne va pas mourir, mais elle va plutôt évoluer. D'accord. C'est vrai qu'à la différence de la communication numérique, la communication digitale, elle est un peu figée. En fait, c'est son inconvénient, en fait, à elle. Elle ne va pas mourir parce que de toutes les façons, les gens vont continuer à utiliser des affichages 12 par 12 mètres carrés pour communiquer. Les gens vont continuer à passer des informations à la télé. Les gens vont continuer à utiliser la radio pour passer des informations. Mais sauf que, à la différence de la communication numérique, là-bas, il n'y a pas d'interaction.
Alors que ce qu'on gagne au niveau de la communication numérique, c'est Qu'est-ce que vous entendez par interaction? L'interaction, c'est la possibilité d'avoir des retours par rapport à ce que vous diffusez de votre cible. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Et quand vous prenez par exemple la communication sur les réseaux sociaux, ce qui est le plus utilisé dans la communication digitale, quand vous diffusez l'information, la cible a la possibilité de commenter, de vous envoyer des messages. Vous voyez, il y a cette interaction qui intervient. D'accord. Et il y a aussi le coût. Parce qu'en communication traditionnelle, le coût est très élevé et le coût va continuer à grimper au fur et à mesure qu'on va évoluer. Tandis qu'au niveau de la communication digitale, avec un petit budget, vous avez la possibilité de créer le contenu, de diffuser le contenu, de gérer le contenu très rapidement et facilement à travers... D'où les avantages. D'où les avantages de la communication numérique. Et vous pensez que la communication traditionnelle, les avantages de la communication traditionnelle également sont répercutés dans les avantages de la communication numérique, de la communication digitale? C'est-à-dire la télévision également permet de toucher un plus grand nombre de personnes. Bien sûr. La communication digitale le fait. Bien sûr. Ou la communication digitale va le faire doublement. Voilà. La communication digitale va sûrement toucher plus de personnes que la communication traditionnelle. En communication digitale, on touche plus de personnes qu'en communication numérique, qu'en communication traditionnelle. Je vous donne un exemple. Quand vous voulez faire par exemple de l'affichage 12 mètres carrés où vous passez de l'information à travers des panneaux publicitaires, vous êtes d'accord avec moi que vous ne pouvez pas saturer en panneau publicitaire toute la zone où vous êtes en train de communiquer. Alors qu'avec la communication numérique, la communication digitale, vous avez la possibilité de passer l'information, de cibler la zone géographique et de toucher tous ceux-là qui ont les terminaux à partir desquels ils peuvent avoir l'information. Et quand vous prenez aussi tous les canaux justement qui interviennent dans la communication traditionnelle, quand je prends par exemple la télévision, le canal par lequel on reçoit l'information de la télé, c'est les télévisions, c'est ça. Alors qu'avec la communication digitale, vous avez la possibilité de faire évoluer cela en adoptant par exemple la vidéo à la demande. Vous avez la possibilité de communiquer à travers des vidéos par Internet, où les gens pourront, à partir d'une application mobile, vous suivre à partir de leur tablette, à partir de leur télévision et tout ça. Il faut dire qu'elle va évoluer la communication traditionnelle. Est-ce que avec Internet, pourrons-nous dire qu'avec Internet aujourd'hui, la communication digitale a vu sa naissance? Parce que tout ce qu'on dit est carrément résumé à un seul mot, Internet. Parce que qui a un smartphone parle d'Internet, qui a une tablette parle d'Internet. Bien sûr que sans Internet, la communication digitale n'a pas de sens. Il n'y a rien du tout. Alors qu'avec la communication traditionnelle, il y a la télé, la radio... Non, faut pas faire la comparaison comme ça, parce que de toutes les façons, même avec la communication traditionnelle, quand vous passez une information à la télé, il faut quand même que les gens aient des équipements chez eux pour capter votre chaîne TV. C'est de la même manière avec la communication numérique, il faut avoir des équipements, il faut avoir Internet pour recevoir l'information. Est-ce qu'on est d'accord? Je suis d'accord. Voilà. Dans tous les cas, la communication digitale va présenter des avantages que la communication traditionnelle ne pourra pas. Tout ce qu'on peut espérer de la communication traditionnelle, c'est qu'elle évolue. Qu'elle évolue dans le sens où tous ceux-là qui sont dans le domaine de la radio aillent vers des plateformes à partir desquelles ils font du streaming, où ils passent leur radio, ou bien des applications mobiles qui peuvent diffuser, par exemple, qui peuvent diffuser la radio en quelque sorte. Ceux qui ont des chaînes de télévision vont sûrement mettre en place des plateformes où ils peuvent faire du streaming et de la vidéo à la demande. Toutes les émissions. Exact. Ceux qui ont des panneaux publicitaires, ceux-là qui offrent des services de communication à travers les panneaux publicitaires, ils peuvent revoir un peu le type, leurs équipements et proposer des écrans LED. Ça se voit déjà un peu partout en Afrique de l'Ouest. Donc c'est ce qu'on peut espérer de la communication traditionnelle, qu'elle évolue vers la communication digitale, numérique ou digitale. Chers téléspectateurs, nous sommes en compagnie de Salim Djidé. Yal. Il est expert en communication digitale. Avec lui, nous parlons de cette nouvelle donne de de cette nouvelle manière de communiquer qui touche le plus grand nombre de personnes. Effectivement. N'est-ce pas? Bien sûr. Votre mot de fin? En tout cas, merci pour l'opportunité que vous nous donnez de
d'informer et d'échanger sur ce genre de sujet, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens communiquent à travers le numérique, à travers Internet, mais ils ne savent pas à quoi ils sont exposés. Et c'est pour cela que nous, ce qu'on a l'habitude de conseiller, c'est de vous rapprocher auprès des experts, auprès des experts qui pourront vous guider, qui pourront tout préparer avant de vous lancer sur le chemin de la communication traditionnelle. Et quand on y va, on ne recule plus. Quand on y va, c'est pour y rester et c'est pour entretenir l'image, si c'est de la marque, de la personnalité ou de dirigeant. Merci. L'invité du matin, c'est terminé. On part maintenant pour la deuxième et dernière ligne droite de ce numéro de Business Matin, le livre de la semaine. En plein, toujours dans ce numéro de Business Matin, deuxième et dernière rubrique de cette émission, de ce numéro, le livre de la semaine. Et le livre qui a l'honneur pendant ces 7 jours de cette semaine, Marie-Josée, la métisse, signé Germain Zambébi. Qui est très heureux d'être en votre compagnie ce matin. Ah, mais moi aussi, c'est également heureux. Voilà. J'ai dû aller dire avant vous. Et j'espère que les téléspectateurs aussi seront très heureux de nous écouter. D'accord. Apparemment, vous avez également une carrière de présentateur. Je vous laisse le studio alors. Ouh là là, mon Dieu. Marie-Josée la métisse, c'est un roman de 96 pages. Exactement, oui. Pouvez-vous nous faire un résumé de cette œuvre? En fait, dans Marie-Josée la métisse, je parle d'abord d'une jeune fille métisse qui n'a pas été reconnue par son père dès sa naissance. Et cette dernière va connaître beaucoup de misère, beaucoup de souffrance. De l'enfance jusqu'à ce qu'elle se marie, ce ne sera pas facile pour elle. Évidemment, on dira qu'on soit noir ou blanc ou métis, chacun d'entre nous peut connaître des déboires. Mais pour Marie-Josée, c'est un peu à cause de la couleur de sa peau. Et je voudrais relever ce tas de faits pour dire aux uns et aux autres que surtout sur le continent africain, il y a eu beaucoup de colons qui sont arrivés, qui ont fait des enfants avec nos filles, avec nos mères. Et malheureusement, ils n'ont pas reconnu ces enfants-là. Et paradoxalement, surtout, ces enfants-là qui devaient, n'est-ce pas, avoir fière allure, ont eu beaucoup de problèmes contingentiels lors de leur résistance. Ce qui fait que ces enfants ne savaient pas s'ils étaient blancs ou noirs. Pendant que, sur le territoire africain, tout le monde pratiquement se moquait d'eux. On les appelait tomates pourries, bâtards, etc. et bien d'autres pseudonymes comme ça. Et quand ils vont aussi chez les Blancs, on les traite des Noirs. Donc ces enfants ont eu des problèmes existentiels, j'allais même dire existentialistes. Et c'est ce que je veux évoquer dans cet ouvrage-là. Et demander aux uns aux autres d'avoir un autre regard sur les métis. Voici un peu, de façon succincte, ce que relève l'ouvrage. D'accord. Alors, l'ouvrage a été préfacé par une métisse. Exactement, oui. C'est une dame métisse. Une dame métisse, voilà, qui parle un peu du respect que lui portent ses compatriotes, ses collègues, du fait de sa peau. Oui, en fait, elle dit que c'est parce qu'elle a travaillé bien à l'école. Au départ, ça n'a pas été facile. Comme vous le disiez bien la préface, elle dit que dans le quartier où elle vivait, les gens aussi avaient un regard différent sur elle. Mais à force de travail, elle a, n'est-ce pas, attiré le regard des gens, elle attire, n'est-ce pas, l'attention des gens, le respect des gens, parce qu'elle travaillait bien. C'est pas parce qu'elle est métisse, parce qu'elle est belle, qu'elle a réussi dans la vie, mais c'est parce qu'elle travaillait bien. Mais comment vous expliquez le fait que, tout à l'heure, vous dites que dans le résumé de l'œuvre, on parle des moments critiques qu'a vécu Marie-Josée, jusqu'à la réussite professionnelle, et également aujourd'hui les métisses qui sont beaucoup adulées par les hommes. Oui, si vous parlez de métisses femmes, non, mais en fait il faut comprendre l'œuvre, il faut situer l'œuvre dans un contexte, le contexte de la colonisation d'abord. D'accord. Beaucoup d'Européens sont arrivés ici, ils ont fait d'abord ils étaient mariés, et donc pour sauver leur couple, n'est-ce pas, ils ne pouvaient pas de façon ostentatoire dire qu'ils ont fait des enfants ici, ce qui fait qu'en Côte d'Ivoire principalement, il y a ce qu'on appelle les orphelinats. Orphelinat à Benjil, pour les garçons, et un autre à Bassam pour les filles. Et pourtant, quand on dit orphelinat, c'est-à-dire qu'on doit loger les orphelins. Mais ces enfants n'étaient pas orphelins, leur père était bien vivant et leur mère également.
Mais on a bien cru devoir les loger là pour que les métis un peu avoir une société de métis. Hein, c'était pas pour ma part, c'était une discrimination raciale. Ouais. Et ces métis là pouvaient être adulés comme être rejetés par certains d'entre nous. Voilà. Mais ce que nous retenons, c'est que le citoyen lambda retient, c'est que le métis d'abord appartient à une famille riche. Hein, a priori, c'est ce qu'on dit. Ouais. Quand tu es métis en Afrique, on dit, ah, mais tiens, lui, il doit être parce qu'il y a un blanc derrière. Parce qu'il y a un blanc derrière. Ouais. Or, ce n'était pas le cas pour Marie-Josée. Il y a eu beaucoup de cas, c'est pour ça que je relève dans l'ouvrage. Oui. Il y a eu beaucoup d'enfants comme ça en Afrique, surtout, oui. qui n'ont pas été reconnus par leurs parents et qui ont connu des déboires, qui ont connu une vie vraiment difficile. Oui. Parce que le regard des autres dit que vous êtes riche, alors que vous-même, vous avez de la peine à assurer votre quotidien. Et ça, c'est difficile. Marie-Josée la métisse sera au programme cette année. Oui, exactement. Au niveau de la commission nationale qui retient les ouvrages au niveau scolaire, n'est-ce pas, a été retenu pour les classes de seconde, et j'ose croire que nos jeunes enfants pourront, n'est-ce pas, lire et respecter vraiment, avoir notre regard, n'est-ce pas, sur les métis. Alors, mais pourquoi j'ai parlé de ça? J'ai parlé de ça pour faire comprendre également que pour ces jeunes enfants qui liront l'œuvre, c'est pas également le volet métis qu'on doit voir, puisqu'il y a d'autres conseils également qui sont donnés dans ces œuvres. Dans l'œuvre, vous l'avez souligné tantôt, je relève plusieurs situations. Il y a le racket, par exemple. Le racket, il faut que ça cesse dans nos pays africains. Vous parlez de la cherté de la vie. Il y a la cherté de la vie dans nos pays, et ça, c'est des faits quotidiens. Il faut souligner cela. Et il faut aussi voir que dans l'œuvre, il y a beaucoup d'effets du quotidien, n'est-ce pas, que je relève pour que, n'est-ce pas, le rôle de l'écrivain, c'est ça. Mettre le doigt. Aussi, Oui, mais je prends tous les thèmes. C'est-à-dire, en fait, je pars là. Si tu restes fidèle, tu feras pas une métisse. Ah, pourquoi pas? Si, on peut rester fidèle à une métisse. Si votre épouse est blanche, exactement, là, c'est vous restez fidèle à la femme blanche et puis vous êtes des métisses. Voilà, il y en a qui aiment bien avoir des métisses. Il y en a qui en raffolent, comme il y en a qui n'ont... Écoutez, la vie est ainsi faite, mais il faut un brassage. Il faut comprendre que, et quelqu'un l'a dit, l'avenir appartient au métissage des cultures, également au métissage des peuples. Mais je le souligne un peu dedans. Mais il faut permettre également à ces races-là de se rencontrer et d'être tolérants les uns envers les autres. Et voilà pourquoi je n'accepte pas l'auteur en tant que tel que les métis soient appelés tomates pourries, par exemple. C'est pas normal. C'est leur dignité qui est touchée. Oui. Et autre message fort, c'est que qu'on soit métis ou pas, malgré les circonstances qu'on vit dans notre vie estudiantine, dans notre vie scolaire, on peut réussir. Ah, bien sûr. Parce que finalement, Marie-Josée, elle est devenue enseignante. Oui, Marie-Josée était très intelligente parce que, vous avez vu, il y a une anecdote dans le livre. Déjà, au primaire, son maître qui lui dit, écoute, quand elle ne connaît pas une leçon, mais qui est plus sévère avec elle qu'avec les autres. Et qui lui dit, attention, Marie-Josée, tes grands-parents nous ont humiliés, l'esclavage c'était vous nous avez colonisés, il n'y a pas de raison que tu ne connaisses pas ta leçon. Et elle était punie, beaucoup plus que les autres, rien qu'à cause de la couleur de sa peau. Et les petits garçons aussi qui tiraient sa peau pour savoir si c'était la couleur blanche, si on peut l'arracher ou pas, des trucs comme ça. Elle a vécu beaucoup de déboires. Mais c'est pas facile, quoi. C'est pas facile. Pour certains métis, c'est vraiment pas facile. C'est pas eux tous, mais évidemment. Mais il faut aussi également revoir, n'est-ce pas, cette façon de voir, cette façon, n'est-ce pas, d'appréhender, n'est-ce pas, j'allais dire les métis comme étant d'une situation sociale aisée. Voilà. C'est pas toujours évident. Jean Maison-Bléby, vous avez été l'invité de cette rubrique Le Livre de la Semaine avec votre œuvre Marie-Josée la métisse, un livre qui est sorti en avril 2015, il y a maintenant près d'un an, quelques mois. Oui, exactement. Merci. C'est moi qui vous remercie. À notre message et puis à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je demande aux uns aux autres de lire pour découvrir la situation de certains métis. Marie-Josée la métisse, un roman de 96 pages, subdivisé en 4 chapitres. Un livre qui retrace la vie. Et qui se lit très facilement. Qui se lit très facilement, oui. Un livre qui retrace la vie quant au métissage des cultures. Exactement. Merci de nous avoir suivis. Merci. C'est terminé pour le livre de la semaine. Et bien sûr, Business Matin, c'est fini avec nos 2 rubriques habituelles. Bonne journée, bonne nuit. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous nous prenez sur le canal 161. Merci et ciao, ciao.